Esprit Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons une personnalité du monde politique et une personnalité du monde intellectuel pour approfondir un grand sujet d'actualité. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le maire de Cannes, David Lisnard, et l'historien Arnaud Tessier. De quel genre d'homme d'État avons-nous besoin aujourd'hui pour sortir de la crise? Serait-ce plutôt le général de Gaulle ou Georges Pompidou, à moins que ce ne soit Donald Trump? Tout de suite les réponses de nos deux esprits libres. Tessier, David Lisnard, bonsoir. 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 Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons parler pendant une heure de la crise politique actuelle, avec le regard de l'historien et le regard du politique. Arnaud Tessier, vous avez écrit beaucoup de livres, notamment sur Pompidou, mais aussi et surtout sur le général de Gaulle. Le dernier s'intitule La grandeur et l'angoisse, c'est aux éditions Perrin. David Lisnard, vous êtes maire de Cannes, je le disais, vous avez écrit un livre sur Georges Pompidou, les leçons justement de Georges Pompidou pour aujourd'hui, mais avant justement avec Christophe Tardieu. Avec Christophe Tardieu, il faut le citer, c'est d'ailleurs un contributeur et un excellent contributeur régulier du Figaro. Vous avez raison de le citer. On va parler donc de cette crise politique, voir si nous sommes dans une crise de régime, mais je voulais commencer avec vous, David Lisnard, avec une question d'actualité. Au nom du Conseil municipal de Cannes, vous avez écrit au président de la République pour exiger la libération immédiate de Boualem Sansal et mettre la pression sur l'Algérie. On rappelle que Boualem Sansal est un écrivain algérien, qu'il a été arrêté par le régime il y a quelques jours. Que peut et que doit faire la France pour obtenir la libération de Boualem Sansal? D'abord, Boualem Sansal est un écrivain franco-algérien. Parce que s'il n'était qu'algérien, c'est aux Algériens de régler les problèmes de l'Algérie. On n'a pas à s'en mêler. En revanche, il y a l'honneur de la France et l'intérêt de la France, c'est de savoir défendre ses ressortissants. Boualem Sansal a obtenu la nationalité française récemment, et lorsqu'un ressortissant est détenu de façon arbitraire dans le monde, la moindre des choses, et d'ailleurs c'est la tradition diplomatique, et c'est l'honneur d'une démocratie, c'est de défendre ce ressortissant. Premier élément. Et on sait malheureusement que l'intérêt médiatique parfois conditionne l'action politique. Le deuxième élément, c'est qu'il ne s'agit pas que d'une tradition et d'une exigence morale. La géopolitique, ce sont des rapports de force, et qu'un écrivain, un artiste tel que Boualem Sansal, qui porte très très haut la langue française, qui est un des plus grands écrivains contemporains que j'ai eu le plaisir d'accueillir plusieurs fois à Cannes, avec qui j'échange très très régulièrement, doit être défendu, et que nous doit être capable aujourd'hui de démontrer que nous sommes encore précisément en capacité d'avoir une influence diplomatique. Alors j'espère que ce n'est pas une bouteille à la mer. J'ai écrit aussi au chargé d'ambassade, puisqu'il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France depuis quelques mois. Mais si la France a encore quelque chose à dire au monde, c'est vraiment dans la défense de la liberté artistique, dans l'expression d'un certain universalisme devenu républicain. Et donc à ce titre, merci d'en parler. Plusieurs actions sont prévues. On les met en suspens en laissant la diplomatie, telle que l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, faire son œuvre. Mais je suis très très inquiet du sort de cet immense écrivain et de cet homme dont je ne demande à personne de partager les convictions et les opinions, mais qui doit être respecté et qui doit surtout n'a rien à faire en prison. C'est honteux. Vous, dans le communiqué, vous parlez de mettre la pression sur l'Algérie. Certes, la diplomatie doit avoir lieu. Est-ce qu'elle passe aussi par une forme de rapport de force? On sait qu'un certain nombre de dignitaires algériens viennent se faire soigner en France, que certains ont leurs enfants dans nos écoles. Est-ce que ce sont des moyens de pression que vous mettriez en œuvre si vous êtes le président de l'AMF pour l'instant, mais si vous deviez jouer un autre rôle? L'histoire de France nous a souvent opposés aux Allemands et aux Prussiens. Mais ils ont eu quelques penseurs à la fois de la guerre et avec Clausewitz et de la diplomatie qui n'étaient pas mauvais. C'est la fameuse phrase de Bismarck, je parle sous votre contrôle, mais qui disait « La diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans les instruments ». Donc ça veut dire quoi?
Donc les armes, c'est les armes au sens propre du terme, mais c'est aussi la puissance économique, la relation, pourquoi pas sanitaire, éducative, puisque on sait que certains dirigeants, et donc tous les atouts doivent être mis dans le jeu. Et surtout, il est temps de faire respecter la France. C'est-à-dire que ne croyons pas que l'on va s'attirer la bienveillance, ce terme utilisé à l'envi et parfois à l'envers dans l'époque, en étant dans la niaiserie et la complaisance. La diplomatie, c'est du rapport de force. La géopolitique, c'est du rapport de force. Ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas exercer une certaine approche morale. Je veux dire, c'est pas un gros mot, mais les intérêts et la morale se rejoignent, en l'occurrence. Et je crois aussi qu'il est important d'expliquer à l'opinion publique en quoi c'est être fidèle à la France et c'est être protecteur de tout le monde que de défendre un artiste et un écrivain tel que Boualem Sansal. De faire le distinguo aussi entre un régime politique qui dévie manifestement, et c'est un euphémisme, et un peuple qu'on connaît mal, mais qui est en fait un peuple jeune, un peuple fier, et qui est beaucoup moins francophobe que ce que dit de façon répétitive, pavlovienne, le régime, où c'est la martingale. Dès qu'il y a un problème en Algérie, c'est la faute à l'ancien colon français, alors que d'autres pays sont sortis de cette période et aujourd'hui sont des pays très prospères. Donc il faut qu'on arrête les niaiseries et s'excuser vis-à-vis de l'Algérie. Moi je souhaite ardemment, et je terminerai là-dessus, qu'à terme, il y ait un lien fort entre les pays. C'est une réalité géographique, historique. Il y a un intérêt économique, un intérêt géopolitique, un intérêt démographique évident à avoir des relations avec l'Algérie. Mais aujourd'hui, on ne peut pas accepter d'être bafoué tel que l'on est et d'être toujours sur la défensive ou sur l'excuse vis-à-vis de cet État souverain. Arnaud Tessier, vous êtes historien, notamment historien du gaullisme, mais sans doute avez-vous un regard sur l'Algérie, sur l'histoire, la longue histoire que nous avons avec l'Algérie. Emmanuel Macron, avant même son élection, avait qualifié en Algérie la colonisation algérienne de crime contre l'humanité. Il a ensuite engagé une politique que certains pourraient qualifier de politique de repentance. Est-ce que le président de la République s'est un peu trop excusé vis-à-vis de l'Algérie? Est-ce que c'est la bonne stratégie face à ce type de régime? C'est-à-dire que c'est le problème de la repentance perpétuelle. Il n'est pas mauvais qu'un pays soit capable de regarder son passé, d'affronter ses fautes, mais aussi d'ailleurs de rappeler ses grands moments. Mais il ne faut pas non plus dépenser notre capital historique et moral comme de la petite monnaie. Donc je pense qu'il faut être extrêmement mesuré dans cette façon d'évoquer les tragédies de l'histoire, d'autant que quand même dans la tragédie algérienne, il y a eu quand même des choses très graves qui se sont produites des deux côtés, des guerres civiles, enfin donc voilà, donc c'est une affaire très compliquée. J'aimerais aussi, Arnaud Tessier, avant de rentrer dans le vif du sujet, profiter de cette émission pour rendre hommage à Maxime Tandonnet, qui était votre ami et un chroniqueur très important pour Le Figaro, qui nous a quitté brutalement il y a quelques semaines. Maxime Tandonnet faisait le constat d'une terrible décadence de la vie politique française. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui. Maxime était un amoureux de la Ve République et il était attristé de voir l'évolution de notre régime et ça le déprimait profondément. Les dernières fois que j'ai eu l'occasion de parler avec lui, nous parlions souvent, nous vous voyions souvent, nous étions collègues en plus, eh bien il était vraiment, il était sombre, très sombre, et il voyait mal la lumière à l'horizon, voilà. Donc oui, je partage aussi, mais quelqu'un qui est gaullien ou gaulliste ne désespère jamais. Vous êtes gaullien ou gaulliste. En 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir après une crise de régime. Est-ce que ce que nous traversons aujourd'hui, après une dissolution ratée, mais une longue crise de la vie politique, de la légitimité même des chefs d'État successifs, qui est parfois contestée, est-ce que vous diriez que c'est une crise de régime ? Non, je dirais que c'est une crise politique, mais elle va finir par devenir une crise de régime si on oublie obstinément les règles, l'esprit, la logique de la Ve République. C'est ça le fond du sujet. À la fin, ça va devenir une crise de régime. Par exemple, pourquoi y a-t-il un problème de lien entre le citoyen et le pouvoir? Pourquoi y a-t-il une crise de confiance? Parce qu'il y a une crise de confiance liée à l'abandon de certains mécanismes de la Ve République qui sont essentiels, en particulier le référendum, qui pour De Gaulle était un élément clé pour compenser le pouvoir considérable que le président de la Ve République a en
en ses mains, et d'autant qu'il est élu au suffrage universel direct. Donc on a laissé tomber déjà un pan du lien qui existe entre le peuple et le pouvoir, et qu'on ne me dise pas que c'est du plébiscite, parce qu'on peut faire de vrais référendums de fond. Je pense que les sujets, réforme des retraites, tout ça, il y avait moyen de faire des réformes de fond et des référendums sur le fond. Le référendum sur Maastricht en est un exemple. Donc il y a cet aspect, il y a toute une partie des institutions qu'on a laissées en friche, et puis on parle d'instaurer le proportionnel, comme si on voulait justement, en quelque sorte, graver dans le marbre la situation affreuse dans laquelle nous nous trouvons, qui est transitoire, et la proportionnelle. Vous parliez de respect des institutions. Est-ce que cette dissolution précipitée que personne n'a vraiment compris était une trahison des institutions? Et surtout, est-ce que c'est pas une trahison de rester au pouvoir après avoir suscité une dissolution et d'avoir été battu en quelque sorte, même s'il n'y a pas de résultat clair à l'issue de ces législatives? La dissolution, comme le référendum d'ailleurs, est une façon de consulter le peuple. De Gaulle préférait le référendum, Pompidou, en 68, a préféré la dissolution et l'a recommandé à De Gaulle. Il n'y a pas de lien automatique. Ce n'est pas parce que le président de la République perd une élection... Alors pour la poser autrement, est-ce que le général De Gaulle serait resté au pouvoir dans cette situation-là? Certainement non. D'abord, je pense qu'il ne se serait pas mis dans cette situation. Il n'aurait pas attendu de s'y trouver. Et certainement non. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être comme le général De Gaulle. Jacques Chirac était resté après la dissolution de 97, qui était une opération un peu hâtive. Et ça nous a valu une cohabitation de 5 ans qui était extrêmement dommageable aux institutions, au régime et à tous les égards. Donc c'est certain que le problème, c'est le lien de confiance entre l'exécutif et le peuple. Seul le chef de l'État peut l'apprécier. Mais pour De Gaulle, mais pour Pompidou aussi, et pour la plupart de ses successeurs, vérifier ce lien, être certain de ce lien, c'était quelque chose de fondamental. Ça s'est un peu relâché avec François Mitterrand. Et ensuite, de plus en plus. David Lisnard, comment est-ce que vous qualifiez la période que l'on traverse? Est-ce que vous croyez que c'est une crise de régime, une crise passagère? Alors, il y a une crise politique intense, et avec un chaos qui résulte de cette dissolution, cette étrange dissolution, pour renvoyer l'étrange défaite, puisque Marc Bloch fait l'actualité. Je pense qu'il y a une incompréhension totale du pays par le président de la République, qui pensait gagner ces élections législatives, parce que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit quand même. C'est ce qui est bon. Cette crise politique, au moment où on se parle, elle peut s'amplifier, et elle peut devenir une crise de régime si on est dans un blocage institutionnel ou un quasi-blocage avec une incapacité à décider de ce qui fait la souveraineté d'un pays, c'est le budget. C'est un des éléments fondateurs et fondamentaux, quoi. Je crois qu'elle s'inscrit dans un contexte en plus de crise de la démocratie, qui ne concerne pas que la France. Qui est une crise des deux composantes du terme, c'est-à-dire du démos, la représentation, mais qu'on a, à mon avis, exagéré, mais qui est avant tout une crise du kratos, du pouvoir de l'exécution des choses. Si on veut retrouver de la confiance, il faut retrouver de l'exécution politique des choses. Et c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que, on le voit bien, la difficulté croissante à prendre une décision et à obtenir un résultat, une évaluation de cette décision, est contraire au progrès, et ne serait absolument pas accepté, je pense, par les fondateurs de la Ve République. Ensuite, pour revenir à votre question sur la situation actuelle et les règles, alors d'abord, moi je partage tous vos propos sur le référendum. D'ailleurs, j'avais proposé, quand j'ai eu un échange avec le président de la République, au moment du choix du Premier ministre, je lui avais dit qu'il était concerné pour sortir le pays de ce bourbier. Et à l'époque où j'avais fait campagne avec François Fillon, nous avions travaillé sur plusieurs référendums, un référendum notamment sur l'immigration pour sortir de l'étau des jurisprudences des hautes cours, à la fois françaises et européennes, qui nécessitera un petit peu de tordre le bras au Conseil constitutionnel, mais ce qui n'est pas incompatible pour moi avec l'état de droit, qui renvoie à des droits naturels, mais ce n'est pas le sujet du jour, mais qui est passionnant. Et deuxièmement, sur une politique économique et sociale pour véritablement relancer l'appareil d'État, donc le muscler, baisser la dépense, chercher la performance de la dépense et sortir de ce bourbier des retraites par répartition, qui est la grande trahison de l'époque, où de façon religieuse, on continue de penser qu'on va pouvoir alimenter un système de retraite qui a été conçu à une époque où il y avait 5 cotisants par bénéficiaire, et on va vers 1,4 cotisants par bénéficiaire. C'est une pyramide de Ponzi.
Malheureusement, ça n'a pas été choisi tel quel. Je pense que Michel Barnier a tout en lui. C'est à lui maintenant qui a les cartes en main, beaucoup plus qu'on ne le croit, et qu'il a la capacité quand même de produire sursaut. De toute façon, on ne peut pas dissoudre jusqu'à l'été prochain. Dernier mot. Vous savez, quand la partie est calamiteuse, on peut remettre en cause les règles du jeu. Voilà. Mais on peut aussi s'interroger sur les équipes. Voilà. Et je crois que le problème que l'on a, il y a des cycles dans l'histoire comme ça, c'est qu'il y a eu quelques équipes médiocres qui se sont succédées. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des bonnes choses, il y a eu des bonnes choses de fait, et c'est difficile de diriger un pays, évidemment, et de diriger tout court, d'ailleurs. Mais il n'empêche que, manifestement, il y a à la fois une incompréhension du pays réel, et une incapacité à faire simple, à faire efficace et à rendre des comptes. C'est ça la démocratie, c'est des mandataires, des mandants et une interaction positive, quoi. Arnaud Tessier, vous êtes d'accord sur le diagnostic, la crise de la démocratie. Je le rappelle, votre dernier livre sur le général de Gaulle, La grandeur et l'angoisse. Le général de Gaulle était... L'angoisse et la grandeur. L'angoisse et la grandeur, c'est l'inverse. Les facteurs est important. Excusez-moi, j'ai perdu le fil du coup. Oui, non, le général de Gaulle qui était plutôt pas très... je dirais, client, si j'ose dire, de la construction européenne et de tout ce qui était pouvoir supranational. David Lisnard a évoqué notamment les cours de justice européennes, la question de l'état de droit, mais aussi de l'état de droit supranational. Est-ce qu'on est face à une sorte de coup d'État permanent, pour citer un autre président de la Ve République? Ah oui, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, de Gaulle, alerté par Jean Foyer, en 1968, s'était opposé à l'introduction effective de la Convention européenne des droits de l'homme dans le droit interne, parce que Foyer lui avait dit ce sont des juges à la légitimité incertaine qui imposeront des règles à un pays qui, par ailleurs, a quelque histoire avec les droits de l'homme qui lui est propre. Et donc De Gaulle avait bloqué, Pompidou aussi. Puis il commençait un peu à lâcher prise à la fin, et c'est Alain Poher qui, à la faveur d'un intérim, avait... Oui, De Gaulle là-dessus, De Gaulle, Jean Foyer le dit d'ailleurs, De Gaulle respectait profondément le droit, les lois, et d'ailleurs il les avait rétablis, comme il le disait lui-même, mais il considérait que le dernier mot devait appartenir au peuple, et non à des juridictions, surtout des juridictions supranationales. Donc ça, c'était très clair. C'est la fameuse phrase qui tient à Jean Foyer: il y a la France, ensuite il y a l'État, et enfin, pour autant que le salut des deux soit assuré, il y a le droit. Ce qui ne voulait pas dire que le droit ne comptait pas, mais pour lui, le dernier mot, c'était le peuple et la souveraineté nationale s'exprimant par l'élection des représentants et par le référendum, l'article 3, d'où le sujet de l'immigration qu'évoquait fort justement David Lisnard. Donc, mais par contre, un petit point sur lequel je voudrais apporter un correctif, il n'était pas anti-européen, il a voulu l'entrée dans le marché commun, parce qu'il pensait que ça allait stimuler le redressement français nécessaire au sortir de la guerre d'Algérie, que ça allait stimuler à l'effort national. Et par ailleurs, il était pour une Europe politique, autonome, allié des États-Unis, mais n'étant pas dans une sorte de directoire soumis aux États-Unis, c'est une sorte de protectorat américain. C'était le modèle qu'il avait commencé de bâtir avec Adenauer, mais on lui a préféré le modèle Jean Monnet, Euro-Atlantique, etc. Donc il ne faut pas présenter, je pense, De Gaulle comme quelqu'un même de réservé. Il était président d'une Europe politique forte, évidemment bâtie, non pas sur les patries, mais sur les États, c'est-à-dire des constructions politiques, mais ne négligeant même pas la possibilité, il le dit dans les Mémoires d'Espoir, qu'un jour, dans la mesure où il y avait une culture européenne commune et dans la mesure où on serait capable de l'assumer et de la porter, ce qui n'a pas été tout à fait le chemin pris par l'Union européenne, eh bien peut-être qu'un jour il y aurait une vraie fédération européenne. Donc vraiment pour De Gaulle c'était plutôt un principe de réalité, et puis surtout cette idée qu'il n'y a pas de démocratie sans souveraineté, et pour lui la souveraineté à son époque, mais aujourd'hui encore, c'est la souveraineté nationale d'abord, ce qui n'empêche pas l'interdépendance entre les démocraties. Tout à l'heure, je me suis un peu trompé en citant votre livre, mais je trouve que c'est intéressant justement le titre, l'angoisse et la grandeur. Ce que vous montrez tout au long de votre livre, et pour en revenir à la crise politique actuelle, c'est qu'il n'y a aucune jouissance du pouvoir chez De Gaulle. Au contraire, il y a une forme d'angoisse par rapport à cela. Est-ce que nos dirigeants actuels, et particulièrement Emmanuel Macron, en engageant une dissolution un peu comme ça sur un coup de
tête, semble-t-il, justement, et va appartenir à une génération qui jouit un peu trop du pouvoir. Alors, c'est pas plus qu'un problème de génération. De Gaulle, même dans sa génération, était un peu unique. Il avait une conception sacerdotale du pouvoir. Pour lui, ce n'était pas une jouissance, ça c'est certain, ni sur le plan matériel. Il disait « je suis profondément désintéressé », c'est-à-dire que la seule chose qui le portait, c'était l'intérêt de la France. Et l'angoisse, c'est parce que il était fier d'être français, il parlait de fierté anxieuse au début des mémoires de guerre à propos de son enfance, il était fier d'être français, mais en même temps angoissé en permanence, parce qu'il savait que la France était fragile, et que la démocratie est fragile, et que donc il fallait armer perpétuellement la France et la démocratie pour éviter le déclin ou la disparition. D'où l'idée de grandeur vers le haut. Ça me fait penser, j'avais lu... il y a 2 ou 3 ans, ou 4, 5 ans, j'ai un peu de mal avec les années, il y a eu 2 biographies qui sont sorties consécutivement, une de Julian Jackson sur De Gaulle, qui est, je trouve très accessible et formidable, et une sur Churchill. Oui. Et ce qui m'a frappé en lisant ces 2 monstres sacrés du XXe siècle et des démocraties du XXe siècle, c'est que leurs angoisses, presque leur anxiété, presque leur dépression, sur Churchill. C'est vrai pour Churchill, voilà. De Gaulle ne cède pas à la dépression. Mais c'est limite par moment. Et en fait, ils en tirent une énergie, et c'est toujours De Gaulle, en plus, qui est à la fois très, très intériorisée, mais très forte, donc est inspiré par les 3 valeurs théologales, c'est-à-dire que c'est vraiment la foi, la charité, l'amour et l'espérance. Et l'espérance, De Gaulle, c'est l'espérance. Mais c'est cette transformation d'une angoisse presque existentielle sur la perception de la fragilité des démocraties, de la nation, et qu'ils essaient de transformer en énergie constructive. Et d'avoir aussi, dans les 2, je termine là-dessus parce que ce n'était pas le sujet, mais ce qui m'avait beaucoup frappé aussi, c'est de voir que les 2 étaient des hommes de constance et de circonstance. C'est très frappant parce que De Gaulle, c'est le commandeur, donc on voit la statue, la constance, mais c'était aussi quelqu'un d'extrêmement habile, mais qui est resté toujours digne dans la circonstance. Et pourquoi il est fort dans les circonstances? Pourquoi c'est lui qui, le 18 juin, n'apparaît pas comme un fou, déserteur, mais comme la France? C'est parce qu'il est constant, qu'il est puissant, qu'il a été blessé à 14-18, qu'il a un verbe extraordinaire et qu'il a une vision fantastique. Pour revenir à l'angoisse, comparaison de vos paraisons, et ne croyez pas que j'ai perdu la mienne, mais à un niveau très modeste d'élu local, je peux vous assurer devant témoin que quand moi j'ai été élu maire pour la première fois, d'abord j'ai beaucoup réfléchi avant de me présenter, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, et que quand vous êtes élu, moi qui suis d'un caractère plutôt jovial et qui ai su faire la fête dans ma vie, ce qui vous tombe dessus à un tout petit niveau de maire de ville de province que j'adore, qui est ma commune, mais c'est véritablement n'être pas écrasé, parce qu'il ne faut pas être écrasé, mais une concentration, une gravité. Vous êtes mandaté. Et c'est pas votre argent, c'est pas vos intérêts que vous gérez, c'est une collectivité. Vous pouvez prendre un arrêté de fermeture d'un établissement. Ça paraît dérisoire par rapport aux grandes figures qu'on vient d'évoquer, mais celui qui ressent une espèce de bonheur épicurien dans le pouvoir, pour moi, il a un problème. Après qu'on ressente une joie, mais au vrai sens du terme, pascalien, une élévation, une grâce, ça c'est magnifique, c'est quand on a l'impression de faire quelque chose de juste, de beau et de bien. C'est pas tous les jours, hein, mais la jouissance du pouvoir est une... alors pour le coup, je ne m'étais jamais posé la question, et je ne pense pas être un ascète, etc., mais est une perversion, indéniablement. Arnaud Tessier, pour en arriver au cœur de la grande question de l'émission, quel type d'homme d'État nous faudra-t-il aujourd'hui? Est-ce on pourrait avoir un nouveau De Gaulle? Est-ce que ça vous paraît possible, ou est-ce que l'époque est totalement différente et il faudrait quelqu'un d'assez différent? Les hommes comme De Gaulle ne courent pas les siècles, donc c'est difficile de tout miser sur l'homme providentiel. Mais ce qui est frappant, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est que j'entends souvent dire quelque chose qui, à mon avis, est profondément faux, même si c'est séduisant, cette façon de raisonner. On dit que les institutions étaient façonnées sont des institutions exceptionnelles façonnées pour un homme exceptionnel. C'est le contraire qu'a voulu faire De Gaulle. Il a voulu précisément façonner des institutions qui puissent être portées par des hommes
qui n'avait pas, sinon ses qualités éminentes, mais du moins qui n'avait pas sa légitimité historique ou sa stature. C'est tout l'esprit. Par exemple, l'article 16, auquel il a tenu et qui donne au président de la République des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave, d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L'article 16, c'est parce qu'il avait vu 1940. Il se disait, il aurait fallu, certes, Albert Lebrun était Albert Lebrun, mais il aurait fallu qu'au moins Albert Lebrun ait la possibilité constitutionnelle de faire quelque chose. Donc, De Gaulle, en ce sens, il était peut-être un petit peu, pour le coup, utopiste. Il pensait que les institutions pouvaient être assez fortes pour suppléer les hommes. Voilà, pour suppléer. Mais c'est parce que c'est un lecteur des moralistes du XVIIe siècle, Pascal, mais même Richelieu, qui est une forme de moraliste. Richelieu travaillait quotidiennement à élever Louis XIII à la hauteur de sa charge. Donc je pense que De Gaulle croyait réellement qu'en laissant des institutions fortes, il arriverait à faire en sorte que la République marche et s'installe dans la durée. Mais il savait que c'était fragile, puisque en 69, finalement, son dernier référendum qu'il a perdu, et que personne n'a compris à l'époque, c'était parce qu'il voyait bien que son œuvre n'était pas achevée et qu'il y avait un problème, que la société allait plus vite que les normes cathédrales politico-administratives qu'il avait construites. Et c'est une angoisse d'ailleurs qu'il a transmise à Pompidou et qui éclaire, qui assombrit plutôt la dernière année de pouvoir de Pompidou en 74. C'est comment lutter contre ce qui arrive, c'est-à-dire une crise de civilisation, une crise du capitalisme et une société qui ne veut pas faire d'efforts, ne veut plus faire d'efforts. Merci Arnaud Tessier de me faire ma transition, puisque David Lisnard, vous avez écrit sur Pompidou, les leçons de Pompidou, avec Christophe Tardieu, on le rappelle, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Est-ce qu'il nous faut un De Gaulle ou un Pompidou aujourd'hui ? Et quelles leçons surtout tirer de Pompidou ? La réponse est... la femme ou l'homme présidentiel, providentiel, est-ce que ça existe ? Moi, dans l'histoire de France, ça... Il y en a eu. Moi, je suis un grand admirateur, par exemple, de Philippe Auguste. Est-ce qu'il faut Philippe Auguste aujourd'hui ? Vous voyez, je ne peux pas vous répondre. On est au XXIe siècle. Des enjeux ont évolué. Ce qui est certain, c'est qu'il faut un patron ou une patronne, au vrai sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui se sent responsable de ses décisions. Moi qui ai grandi dans le commerce, un patron de petit commerce, il sent la responsabilité qui lui pèse dessus parce que les huissiers peuvent venir à la maison. Voilà. Et ça change beaucoup de choses dans la vie. Et d'ailleurs, Pompidou le dit. Il dit je suis le patron, je dois être patron, et c'est une responsabilité. Et Pompidou, qui était un jouisseur dans la vie privée, à Matignon et à l'Élysée, c'était pas un jouisseur, c'était un bosseur, et voilà. Bon, donc je suis un patron. Deuxième élément. Nous sommes, tout à l'heure, j'évoquais une crise de la démocratie que je crois profonde, parce qu'en plus elle est attaquée de l'extérieur, ce qui devrait d'ailleurs nous redonner un peu de vigueur, de dire finalement que c'est peut-être pas plus mal la démocratie, mais c'est le contraire qui est en train de se répandre. Mais la démocratie, elle est attaquée avant tout, c'est un effondrement intérieur, c'est-à-dire que les ennemis extérieurs, les islamistes, les empires dictatoriaux, illibéraux, renaissants, ne sont forts que de nos faiblesses. Bon. Et d'ailleurs les mettent en exergue. Poutine joue beaucoup là-dessus, sur la décadence de l'Occident. Et donc ce qu'il nous faut, c'est un sursaut civique. Et j'ai envie de vous dire que, bien sûr qu'il faut un patron au sommet de l'État qui cheffe l'État, un chef de l'État qui doit chefer l'État, mais qui doit peut-être un peu moins chefer la société. C'est pour ça que j'adorais, par exemple, Chaban-Delmas, en plus de surcroît girondin à tous les sens du terme, mais j'aimais beaucoup la réticence de Pompidou à l'égard du concept même de nouvelle société, qui était très intéressant intellectuellement, c'est un discours magnifique, mais parce que ça renvoie, je trouve, à une bonne articulation entre la France, la nation, l'État, l'individu. Et pour répondre à votre question, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donc un patron, inclusif de patronne, je précise pour vous, mesdames, d'une part, et qui sache porter une espérance, parce qu'il faut toujours porter une espérance. Même quand tout paraît désespéré, c'est le message, vraiment, c'est le fond du message du général de Gaulle, et qu'a voulu continuer Pompidou, qui sache dire non. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui sait dire non, qui ne saute pas sur n'importe quelle journée mémorielle pour faire passer son message de politique politicienne, qui ne sort pas une mesure gadget avec une photo émotionnelle à l'occasion de n'importe quelle cause décidée nationale ou internationale tel jour, qui n'est pas obsédé par la séquence, rien que ce terme est insupportable, de com du jour, qui sait dire non à des intérêts catégoriels, qui sait rappeler ce qu'est la transcendance d'une nation, d'un peuple, qui sait éviter
ce qui n'est pas souhaitable, ce qu'il ne faut surtout pas. On pourra en parler. Mais qui sait en revanche gérer ce qui est incontournable. La compétitivité, c'est incontournable. Donc il ne s'agit pas d'aller à la contre, il s'agit de la gérer au mieux. Et qui sait construire un substrat commun. Vaste programme, aurait dit le général. Que ce soit Pompidou ou que ce soit le général de Gaulle, c'était à un degré moindre Pompidou, mais des personnages façonnés par l'histoire, parfois par le tragique de l'histoire, qui avaient une vision. Est-ce que c'est pas aussi un problème de vision aujourd'hui? On a une vision uniquement technocratique ou bureaucratique et pas assez de vision de l'homme ou de vision de la France, tout simplement. C'est faire un grand compliment aux technocrates et aux bureaucrates de dire qu'il y a une vision bureaucratique et technocratique. Hein, mais oui, enfin, vous avez complètement raison. Ils étaient aussi façonnés par la langue. Hein. Ce qui m'a frappé, quand on a travaillé avec Christophe Tardieu sur le livre sur Pompidou, c'est de relire la précision sémantique des deux d'ailleurs, de Gaulle-Pompidou. Pompidou avait un langage extrêmement simple. Et je dis ça, je me permets de le raconter sans entrer trop dans l'intimité, mais moi j'ai des parents formidables, enfin mon père n'est plus là malheureusement, mais autodidacte, et mon père était footballeur, danseur, etc. Et mon père avait la dent très dure contre les politiques, hein, et il s'était reconverti dans le petit commerce. Et il y en avait un qui avait, grâce à ses yeux, c'était Pompidou. Et parce qu'il me disait, mais je cherchais à comprendre, parce qu'il me disait, mais Pompidou, on le comprenait. Il me comprenait, moi, sportif, petit commerçant, et on le comprenait, mais il nous élevait. C'est-à-dire que, et son langage était d'une précision, mais il n'y avait rien de prétentieux. C'était tout le contraire des sociologues actuels, vous voyez, voilà, ou même de technocrates. Quand sans faire du mauvais Coluche, vous leur demandez l'heure et vous repartez avec le calendrier, mais toujours pas l'heure. Moi, je vis ça tous les jours. Donc, ils avaient, et enfin. Il y avait une vision, bien sûr, de la France. La France ne peut être que grande, la France ne peut être que forte, la France ne peut être, chez Pompidou, que prospère, qui est une condition de la grandeur, ne peut être qu'innovante. Aujourd'hui, circule sur les réseaux, à l'occasion, c'est le jour des 58 ans du discours du général de Gaulle, pour l'inauguration de l'usine qui utilise la force motrice marine, donc en Bretagne. Certains ont dû voir ça aujourd'hui. Vous écoutez ce discours sans une note du général qui avait dû l'apprendre, mais c'est d'une perfection, du début à la fin. Vous écoutez les conférences de presse de Pompidou, c'est d'une perfection sémantique. Quand les mots sont justes pour à la fois les constats et les perspectives, vous créez de la confiance. Quand les mots sont biaisés, quand on vous parle d'une économie budgétaire alors que c'est un prélèvement, ça énerve, parce que ça vous fait douter de tout. Et donc, il y avait cette vision, il y avait cette capacité d'exprimer la vision, mais il y avait surtout cette capacité de l'exécution. N'oublions jamais que le général de Gaulle et Georges Pompidou étaient pas pathologiques, c'était pas une obsession, mais étaient préoccupés chaque jour par l'exécution des choses, par l'évaluation des choses, comme tout le monde dans une entreprise. Est-ce que ça fonctionne? C'était aussi des pragmatiques. Or, beaucoup de nos dirigeants depuis ne sont ni pragmatiques, ni visionnaires. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut les deux. Quand vous regardez les carnets de Matignon, jamais un Premier ministre n'a eu autant de pouvoir que Georges Pompidou sous de Gaulle. Exactement. Hein? Et de Gaulle était le grand chef d'État de l'histoire de France. Jamais. Donc ce qui veut dire que de Gaulle savait où était sa place. En revanche, il impulsait, il contrôlait, et puis on ne contestait pas ce qu'il disait. Mais Pompidou avait vraiment, vous confirmez, une latitude d'exécution qu'aucun Premier ministre n'a eue. Et d'ailleurs, c'est lui qui a commencé à dévier un peu, parce que comme il avait été Premier ministre, il a été un peu président et Premier ministre. Le pauvre Chaban, qui ne travaillait pas toujours, d'après lui, on a fait les frais. Mais ils étaient toujours dans l'exécution. Non pas qu'ils allaient dans le détail de la modalité, mais dans le résultat, dans la relance, dans le contrôle. Et je crois que ça change tout. Il faut être visionnaire et pragmatique. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent j'ai entendu des débats, notamment à l'occasion de la dernière présidentielle, où on disait il faut sortir du temps des pragmatiques. Mais on n'a même pas eu des pragmatiques. Voilà. Ce que décrit David Lisnard, Arnaud Tessier, vous êtes haut fonctionnaire aussi, on le rappelle, c'est une crise de l'impuissance publique, en réalité, d'ailleurs, qui, à mon avis, qui crée aussi la crise de la démocratie.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vous parliez de la cathédrale, bureau, je ne sais plus quelle était votre expression, si c'était la cathédrale politico-administrative, exactement, qu'avait construit le général de Gaulle. Comment cette cathédrale politico-administrative s'est transformée peut-être en château de cartes bureaucratique? D'abord parce que les conditions ont changé profondément. La période gaulo-pompidolienne, jusqu'aux années 80, on est dans un État très centralisé. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer, mais ça marchait de manière assez forte et puissante. Et donc, il y avait aussi le système du plan qui fonctionnait très bien. Donc, et puis, l'État était maître de sa monnaie. On n'était pas passé dans la phase la plus avancée de la construction européenne. Donc, le pouvoir avait des outils et une administration qui marchait de haut en bas, selon une ligne de commandement. L'intendant suivait, comme dirait le Donc ça, c'est le premier élément. Aujourd'hui, on vit dans une société beaucoup plus compliquée. Les fonctionnaires de l'État, c'est même pas la moitié des agents publics. Il y a une forte proportion de fonctionnaires des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière. Et puis, il y a toute la construction européenne qui surplombe et qui pénètre le droit français. Ce qui est Donc le pouvoir n'a pas les mêmes outils, ça c'est certain, et en particulier il n'a pas l'outil monétaire, ce qui en politique économique et en politique budgétaire est quelque chose de très important. Mais à mon avis le changement est moins, ça c'est important, mais on peut arriver à gouverner. Si on décentralise bien, on peut arriver, et si on construit l'Europe de la bonne façon, ce qui n'a peut-être pas été le cas, voilà, et qu'on déconcentre bien, on peut y arriver. Mais il y a aussi le fait que la société française a changé de manière prodigieuse. De Gaulle et Pompidou, et même Giscard, et même au tout début Mitterrand, officiers gouvernaient dans une société qui n'avait rien à voir avec la société d'aujourd'hui. On ne décapitait pas les professeurs dans la rue. Les seules personnes qu'on décapitait, c'était des assassins parce qu'on appliquait la peine de mort encore. Enfin, il faut voir ce qui est devenu la société française, les tensions communautaires, le poids considérable de l'évolution culturelle de la société qui est considérable. La société française est devenue très lourde à porter et c'est vrai que du coup, beaucoup de choses pèsent sur la puissance publique, l'État, mais aussi les collectivités locales, la fonction publique hospitalière. Tout ça, ça fait une charge extrêmement lourde avec un pouvoir qui, par ailleurs, c'est un pouvoir politique qui s'est largement déstructuré, et puis, comme vous le disiez, David Lisnard, avec peut-être des générations politiques qui n'ont pas la capacité de, effectivement, cette sorte de logique très forte. Vous avez tout à fait raison quand vous citez le fonctionnement de Gaulle-Pompidou. Enfin, il faut imaginer ce qu'était le général de Gaulle. Et bien, le général de Gaulle ne limitait pas, enfin, il laissait Pompidou gouverner, il laissait pleinement gouverner. Il a même accepté la contrariété. Mais oui, il respectait ses prérogatives. Jamais les premiers ministres n'ont eu autant d'autonomie, même Michel Debré déjà, mais Pompidou 6 ans comme Premier ministre. Donc on a perdu... donc l'État a été confronté aujourd'hui à une société qui est écrasante de problèmes, avec des outils et des leviers qu'il a perdus très largement, ou en tout cas qui sont beaucoup plus atomisés, dans un contexte juridique qu'on a évoqué, où la marge de manœuvre des autorités gouvernementales s'est beaucoup rétrécie. Et tout ça crée un malaise supplémentaire dans la démocratie, parce que tout est beaucoup plus difficile. Tout provoque effectivement des dérives budgétaires, parce que tous ces problèmes de société, il faut plus de fonctionnaires, pour des raisons qu'on connaît. Toutes ces problématiques de société très lourdes, et ces moyens d'action limités, et en même temps, on a un pouvoir politique qui, depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui, qui, depuis 20 ans, prétend toujours qu'il contrôle tout, et que le président de la République a tous les pouvoirs. Donc il y a une sorte de frustration énorme pour le peuple français de voir la situation qui ne cesse de dégrader, et puis une sorte de mise en abîme d'un système politique complètement dépassé, en réalité. David Lisnard, vous vouliez réagir? Oui, parce que tout cela est vrai. Je voudrais apporter des éléments complémentaires, dont un sur aussi la nature des personnalités qui étaient dans la fonction publique et dans la politique. C'était des personnalités qui avaient vécu la guerre. Et ça change beaucoup de choses, parce que la guerre révèle des caractères très particuliers. Moi, j'ai dans ma ville une personne que j'admire, qui avait rejoint le général de Gaulle à 17 ans, et qui est un héros, de croix de guerre, etc. Mais c'était un rebelle. Et cet homme-là, et ce garçon de l'époque, aurait peut-être mal tourné
s'il n'y avait pas eu ces circonstances exceptionnelles qui ont révélé son caractère. Et quand vous regardez les personnalités, même celui qui pour moi a mis la France, qui l'a amené vers le désastre, Mitterrand, et qui déjà a eu un parcours sinueux pendant la guerre, mais c'était des personnalités très atypiques. Donc il y avait une originalité, comme une créativité, une audace, une autorité. Et c'était vrai aussi, quand vous regardez les Guichard, enfin, il y avait des personnalités vraiment hors normes. Parce que les circonstances de guerre les avaient révélées. Et qu'aujourd'hui, il y a eu progressivement une consanguinité des élites. Il faut des élites. Et il faut que ces élites, elles soient irriguées, qu'elles soient diversifiées, il faut qu'elles soient méritocratiques, et non pas de cooptation. Donc je crois que c'est un paramètre qu'il faut avoir à l'esprit. Les circonstances de vie, le fait de s'aguerrir, et notamment pendant la guerre, crée des tempéraments et des caractères, comme aurait dit le général de Gaulle. Le caractère, c'est la vertu absolue. Ensuite, le pays a été considérablement modernisé, dans une époque effectivement beaucoup plus centralisée, et avec une évolution qui fait qu'on a loupé quelques virages depuis. La décentralisation a été mal faite. Elle a réussi à affaiblir l'État sans créer une véritable performance locale. Les pays quand on voit le décrochage de la France depuis 1974, c'est ainsi, avec les autres pays du monde, les autres pays ont su être beaucoup plus souples, ont compris que les évolutions des moyens de communication, des mentalités nécessitaient de rejoindre un peu un ordre spontané à la Hayek, et que l'État devait intervenir en subsidiarité ascendante, c'est-à-dire pour exercer une autorité, réguler et rendre justice. C'est ça le rôle de l'État. La Suisse, je rappelle toujours ça, alors ça agace beaucoup, parce que les gens pensent qu'en Suisse, il y a des trésors qui sortent des montagnes, mais la Suisse, petit pays, je l'ai dit ce matin, avait un niveau de vie par habitant inférieur à celui de la France il y a 70 ans. Aujourd'hui, c'est le double. Les États-Unis, la France faisait mieux que les États-Unis en progression du revenu par habitant de 58 à 74. On a décroché sur les 15 dernières années de 40%. Donc je prends un pays très grand, fédéral, je prends un pays confédéral. Aujourd'hui, il faut que l'État redevienne fort. Pour qu'il redevienne fort, il faut qu'il soit recentré sur ses missions. Et notre crise est une crise de la responsabilité individuelle. Le nombre de décisions mais sur des choses ordinaires pour réaliser, rénover, je sais pas moi, une piscine, où vous ne savez plus qui décide, où vous êtes tributaire de 4, 7, 8 organismes, où la préfectorale aujourd'hui, moi je suis un grand nostalgique de la préfectorale, il faut redonner tous les pouvoirs au préfet du département, et le département ça compte, à moins d'effectifs que la capitale de la France, que Paris. Voilà. Mais en revanche, où on trouve une progression des effectifs des services de l'État alors qu'il a transféré des missions. Et ça a continué d'augmenter. Et qu'on les retrouve éparpillés en 438 organismes. Aucun de ces organismes, qui dépensent presque 100 milliards par an, et qui ont recruté plus de 410 000 fonctionnaires, organismes d'État. Aucun de ces organismes ne peut vous autoriser un projet. Chacun de ces organismes peut vous planter un projet. Et sur un projet où il y a 20 ans, moi, je l'ai vécu, j'étais adjoint au maire. On est dans un régime de liberté de responsabilité. C'est-à-dire que l'État nous sanctionnait a posteriori si on sortait des clous, ce qui est normal, responsabilité administrative, voire pénale. Aujourd'hui, vous êtes soumis à un régime d'autorisation préalable parce qu'on a créé un système de la défiance. Alors, ça paraît peut-être abstrait, mais moi, je le vois dans n'importe quel village de France et dans ma commune. Et je l'ai vécu dans le commerce, où de plus en plus, on a dans la République des CERFA. Donc, ou avant, on avait des préfectures, des DDE qui vous accompagnaient dans un projet et qui vous sanctionnaient après si vous ne sortiez des clous. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. On a des gens de très bonne volonté, bien formés, on a une belle fonction publique en France, qui est honnête, qui est souvent mal payée et qui aime le pays, mais qui n'a plus la capacité d'accompagnement, qui n'a plus souvent la capacité de sanction, et moi je suis attaché à l'ordre régalien sur l'ordre précisément, et qui parallèlement est totalement... Il y a un harcèlement textuel qui fait que vous êtes submergé de contraintes, de normes. C'est pas un propos populiste, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Le Code général des collectivités territoriales a été multiplié par 3 en 20 ans. Le Code de l'urbanisme en 3 en 30 ans. Le Code de l'environnement était de 100 000 mots en 2012. Il a dépassé le 1 million de mots en 2022. Fois 10. Et vous êtes face à et vous ajoutez à cela les normes européennes, la surtransposition. Donc aujourd'hui, on est au bout de ce système. Et le général de Gaulle et Pompidou,
ne sera peut-être pas d'accord là-dessus, l'avait très bien perçu, exprimé de façon contradictoire parfois, entre Pompidou 64, Pompidou 74, il ne dit pas la même chose sur... Mais il dit arrêtez d'emmerder les Français. Il y a ça, il y a le emmerder d'arrêter les Français, mais il y a aussi le fait de dire, le discours de Saint-Flour, par exemple, que j'ai apporté ici, qui est un concentré de belle écriture et de précision, où il parle. Il vient parler d'agriculture dans son département natal, ce sublime Cantal, magnifique ville de Saint-Flour. Et il parle de déconcentration et de décentralisation. Je ne veux pas vous citez tout le discours. Mais vous voyez la précision où il dit il faut donner du pouvoir aux administrations déconcentrées, sortir des administrations centrales, et ce qui était aussi la vision de De Gaulle, c'est ça qui fait d'ailleurs un drôle de référendum. Bon. Et il en dit, mais parallèlement, il faut donner du pouvoir aux assemblées populaires locales. C'est-à-dire, il parle et il utilise le terme de décentralisation. Il parle, dans ses discours, Pompidou, de technocratie et de technocrates, régulièrement. Le nœud gordien est très éclairant là-dessus. Le discours, je le dis pour tous ceux qui nous liront ou qui nous écoutent, le discours de Chicago est le premier discours qui montre une vision de l'homme exceptionnelle, le danger de l'asservissement de la nature et la différence entre science, technologie et technique. Et finalement, c'est le premier discours d'une écologie de progrès, tout le contraire des décroissants, enfin des écologistes azimutés. Actuel. Et voilà, j'arrête là, mais c'est... Et donc, l'organisation des pouvoirs publics, aujourd'hui, on est face à une crise, on dit crise de l'État, mais c'est une crise de la puissance publique, de l'organisation des pouvoirs publics. Et ça devrait occuper tous nos débats. C'est pour ça, je termine là-dessus, le nœud gordien actuel, c'est celui qu'il faut trancher, et pas à la manière d'Alexandre Casquet, mais à la manière d'un démocrate, et c'est tout l'enjeu. C'est celui qui fait qu'on dépense plus que partout ailleurs, en dépenses publiques, 57% de la richesse produite, qu'on a des prélèvements obligatoires qui sont désormais les plus élevés du monde, et que parallèlement on a une fonction publique qui est moins bien payée qu'ailleurs, et des usagers moins bien servis. Donc on arrive à ce résultat inouï d'avoir des fonctionnaires moins bien traités qu'ailleurs, des contribuables moins bien traités qu'ailleurs, des usagers de moins en moins bien traités. Face à cela, il faut créer de la responsabilité individuelle, savoir qui fait quoi, et qu'on soit jugé, sanctionné sur nos résultats. C'est tout le contraire de ce qui s'est fait. Il y a une recentralisation perverse. L'impôt, regardez, taxe d'habitation n'existe plus, il n'y a jamais autant eu de fiscalité en France. Et aujourd'hui, en tant que maire, moi, je ne suis pas jugé sur ma capacité à peu dépenser, à bien dépenser, mais sur ma capacité à aller taper l'État. Ce système est dingue. Ce système explose. Voilà. Arnaud Tessier, ce que nous dit David Listard d'une certaine manière, c'est que De Gaulle et Pompidou étaient peut-être moins étatistes qu'on l'a souvent dit, ou peut-être que vous avez pu dire, parce qu'il a dit qu'il y avait peut-être ou écrire, qu'il y avait peut-être un désaccord entre vous là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a un désaccord? Est-ce qu'il n'y a pas forcément la même définition du terme étatisme ou du terme libéral? Oui, tout dépend de ce qu'on appelle étatiste. Il n'était pas pour que l'État s'occupe de tous les aspects de la société. Il faut bien se souvenir qu'en France, on a eu un phénomène contracyclique qui a été l'arrivée de l'Union de la gauche au pouvoir en 81, et pendant 3 ans, on a eu quand même un phénomène contracyclique vis-à-vis des autres pays occidentaux, avec les nationalisations, etc. Puis il y a eu les 35 heures pendant la fâcheuse cohabitation de 1997-2002. Tout ça, c'est des choses que nous payons aujourd'hui en termes de compétitivité. Quand même, De Gaulle et Pompidou, l'État, pour eux, c'était le cœur de tout. Oui. Le cœur de tout. Mais qu'est-ce qu'ils entendaient par l'État? C'était une administration puissante, c'est absolument certain, et quand même centralisée, parce que Pompidou, quand même, était assez centraliste, et De Gaulle aussi. De Gaulle, pour lui, la décentralisation ça n'effleurait pas son esprit, mais c'est une question aussi de moment. Il avait auprès de lui des gens comme Olivier Guichard qui pensaient au futur. En tout cas, il n'aurait pas décentralisé comme on l'a fait, c'est-à-dire par l'atomisation. De Gaulle et Pompidou étaient des hommes qui étaient très attachés à la relation État-mère, ce qui est quelque chose de... Et voilà, département. Oui. Pompidou. De Gaulle, je ne sais pas, oui. mais Pompidou défend. Alors, donc, mais l'État-mère, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, il distingue deux choses. Il y a un discours fabuleux de Pompidou qui est rarement cité, voire jamais. C'est le discours qu'il fait devant le Conseil d'État en 70, il est président de la République, où il commence par dire au Conseil d'État, dont il était membre d'ailleurs, donc il savait à qui il parlait, les lois sont trop compliquées, les textes sont trop compliqués, il faut de la simplification. Et quand il a
attaquer la bureaucratie, c'était un peu à cela qu'il pensait. Il pensait qu'il fallait pas que les lois, les règlements et les fonctionnaires soient là pour empêcher la société de vivre. Et De Gaulle pensait la même chose. Comme tout militaire, en plus, il savait ce que pouvait donner la bureaucratie dans une grande organisation. Mais il disait, le plus important, ensuite il passait au plus important. Et le plus important, c'était le rôle de l'État vis-à-vis de la société et du pays. Et il disait, pendant longtemps, il disait au Conseil d'État, vous avez élaboré une jurisprudence prodigieuse sur la liberté individuelle, vous avez consacré les droits individuels contre le poids excessif de l'État. Mais maintenant, il faut commencer à mettre un coup de frein, parce que nous entrons dans un monde, il disait 170, nous entrons dans un monde où des forces nouvelles vont s'affirmer à l'échelle mondiale. Il pensait des forces économiques, à des forces transnationales, et où l'individu va se retrouver beaucoup plus exposé, beaucoup plus seul, et il aura besoin de l'État. Et c'est en ce sens qu'ils attachaient de l'importance à l'État, qui devait être le protecteur de l'individu. Et c'est ce point, je pense qu'en fait, on a trop, et notamment la droite française, je ne vous vise pas particulièrement, mais vous pouvez. La droite française a un peu tiré dans le tas dans les années 80 et 90, en confondant cette sorte de dérive étatiste qui a été quand même le mitterrandisme première manière, parce qu'après il y a eu la 5, enfin, il y a beaucoup changé, la dérive étatisante de l'union de la gauche au début des années 80, on a tiré un peu dans le tas, et on a tiré aussi dans l'État gaullien, et qui aujourd'hui est très affaibli, et qui est un État fort et qui est indispensable à la démocratie. C'est son armure. C'est son armure. Donc c'est vrai que l'État donne l'impression aujourd'hui... C'est vrai qu'on n'a pas tellement tiré sur la bureaucratie, mais on a fait la RGPP qui a touché la police, les hôpitaux... La bureaucratie, elle est universelle. Donc on a fait à la fois les ARS et les suppressions de lits à l'hôpital, ce qui est Moi j'ai fait un stage un jour dans une très grande entreprise internationale, après avoir fait un stage en mairie auprès de Philippe Séguin. Et voilà, où j'ai beaucoup appris. Belle référence. J'ai beaucoup appris. J'ai fait un stage dans une énorme entreprise internationale anglo-saxonne, et je peux vous dire que là, j'ai rencontré... La bureaucratie, c'est exceptionnel dans les grandes boîtes anglo-saxonnes. Là, j'ai rencontré la bureaucratie. Le système bancaire. Vous faites un emprunt aujourd'hui. Moi, j'ai appris que j'étais quelqu'un de très exposé parce que je suis élu. Pour faire un emprunt, vous devez remplir 3 pages de trucs que personne ne lira. C'est de la bureaucratie privée. Vous avez complètement raison. Il y a certaines entreprises qui se comportent vis-à-vis du client. C'est une gangrène qui ne concerne pas que le secteur public. Vous avez d'ailleurs beaucoup écrit là-dessus, Arnaud Tessier, sur l'idéologie managériale qu'on a tenté d'imposer à l'État. L'émission touche bientôt à sa fin. J'aimerais qu'on sorte un peu du passé pour parler de l'actualité. On disait quel type d'homme il faudrait pour la France. On voit que dans beaucoup de démocraties occidentales, les peuples se tournent vers des figures nouvelles qu'on appelle souvent populisme. Le mot est controversé. Le dernier exemple en date, c'est effectivement la victoire de Donald Trump. Est-ce la deuxième victoire de Donald Trump d'ailleurs, est-ce qu'une forme de Trumpisme vous paraît transposable en France ? À moi ? À qui vous voulez, mais on a entendu Arnaud. Donc... C'est très bien, parce que ça va me permettre de rebondir. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas concerné par le grief que vous avez fait à une partie de la droite. Dans le sens où j'ai toujours pensé, et je l'ai écrit y compris il y a 20 ans, pour un État fort, et je revendique le fait d'être libéral, parce que, au sens de Bastia, au sens de cette philosophie qui consiste à dire qui n'est pas une doctrine économique, est une doctrine de la souveraineté individuelle, et que l'individu concède une part de sa souveraineté à l'État pour le protéger. Et ce que l'on a constaté, c'est que quand l'État se délitait, les protections individuelles se délitaient aussi. Donc moi, ça, je le partage complètement, et je suis pour la protection de l'individu, y compris face aux tyrannies des minorités et des clans. C'est-à-dire que quand l'État s'affaiblit, c'est les mafias qui prennent le dessus et c'est le communautarisme. Ce qui en arrive donc à la prospective, c'est qu'aujourd'hui, il faut arriver à retrouver, j'ai l'impression que c'est ce que j'essaie de proposer, c'est-à-dire la meilleure articulation entre ordre et liberté. Et d'ailleurs, on voit bien que quand l'État ne protège plus, qu'il n'est plus capable de sanctionner les abus, il pénalise les usages. Et il emmerde les braves gens. Voilà. C'est le quotidien. Le Trumpisme, c'est en musique. De Gaulle et Pompidou n'auraient pas aimé, je pense, qu'on s'inspire d'un Américain, même s'ils avaient une admiration pour Nixon. C'est la première réponse. Ensuite, il faut en tirer une leçon quand même. D'abord, au-delà du plaisir que l'on a de le voir pourfendre le wokisme, c'est quand même une expression qui était tellement différente de Gaulle et Pompidou, qui était élégant. Et je trouve que l'élégance, c'est pas non plus un grief et mal. En revanche, il faut en tirer des leçons. C'est-à-dire qu'il faut aller plus droit au but.
Et on est dans une société où l'image prime, donc il faut imprimer. Et ce que fait Milei en Argentine est aussi très intéressant. Voilà. Eh bien voilà, on y va droit au but parce que c'est la fin de l'émission, mais c'est moi qui vous ai relancé sur une dernière question qui était passionnante, mais sans doute qui aurait mérité toute une émission. Donc Arnaud Tessier nous ne dira pas si De Gaulle était à sa manière populiste, mais ce sera l'objet d'une autre émission. Merci d'avoir été avec nous, David Lisnard. Merci à Arnaud Tessier et au mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre.